Ça a commencé, on va commencer par Messi. Messi, on va éliminer mauvais. Voilà, c'est un petit peu ce soir mauvais, c'est la note de 3. Chris nous dit, quelle note pour Messi? Pas vraiment présent ce soir, l'absence de Neymar l'a rendu quasi invisible. Tiens, c'est une lecture peut-être possible. 4, pas satisfaisant, moyen pour Mélisande. 4, pas satisfaisant pour les autres copains. Et 4 également. Vous pouvez trouver juste moyen? Bah, le problème quand... dans ce genre de match, vu qu'il va pas vite, voilà, et que l'équipe a subi en début de match, il sert pas à grand chose. Neymar qui est pas là, il est moins trouvé. Après, Okay. je l'ai pas trouvé non plus catastrophique. Et puis peut-être mode gestion enclenché aussi, peut-être. Hein? Mode gestion enclenché aussi. Ah, la Coupe du Monde. Peut-être. Non, mais ça, c'est possible. Tu peux faire aussi, Bah oui. ouais. Ça se tient. Je l'ai pas trouvé. Enfin, il gagne. Je trouve que le PSG gagne. J'aurais pas mis 4, moi, j'aurais mis 5. C'était la lecture à la mi-temps de Vincent Duluc. Ah mais moi, c'est ma lecture du football international pour les 2 semaines à venir. Hein. Là, La Coupe du Monde. Je vais regarder tous les matchs en pensant à ça et tous les gars en pensant à ça. Et ça tombe bien parce que tous les joueurs y pensent. Et ils pensent qu'à ça. Et je pense que le nombre de forfaits qu'il va y avoir dans la journée du 12 et du 13 novembre dans toute l'Europe et dans le monde entier, ça va être il y a une terrible. information qui circule comme quoi Messi aurait demandé à Christophe Galtier de ne pas jouer le dernier match contre Auxerre. Ce qui a été démenti depuis par le clan Messi, selon les informations de l'équipe ce matin. Donc ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais En revanche, il avait demandé à pas jouer le match à la Juve et il l'a pas joué. Il faut imaginer là. Non, ce qu'il a fait de positif, c'est l'avant-dernière passe sur le but de Nuno Mendes. C'est-à-dire qu'il donne le ballon à Mbappé. Bah ça n'a pas cherché loin, mais c'est lui qui donne le ballon à Mbappé. Il faut imaginer la pression qu'il a aussi. Enfin, je parlais de culture tout à l'heure, mais c'est incomparable par exemple avec Mbappé. Il y a au pays, enfin, il y a eu plusieurs articles déjà là-dessus. Une attente en fait et les gens scrutent en fait chaque match de Messi avec la peur qu'il se blesse et c'est un vrai enjeu en fait en Argentine, beaucoup plus que chez nous sur Mbappé ou Benzema, parce qu'on n'est pas là à faire des articles tous les jours là-dessus. Donc lui, ça l'impacte, je pense. Mais c'est sa dernière chance Ouais. d'être l'égal de Pelé et de Maradona. Au moins en sélection. Hein. Je pense que dans le club, on peut discuter. Mais... Il y a une réaction par rapport à ça de Mbappé. Alors, je ne sais pas si finalement il répondait à une question sur Messi. Virginie, vous l'avez listé, cette réaction? On ne va pas jouer les hypocrites, c'est le trophée d'une vie qui arrive. Il parle du mondial. Les gens ne peuvent pas nous reprocher d'y penser. Ok. L'absence de Neymar, c'était ce que nous proposait notre téléspectateur. Il a été orphelin de Neymar ce soir pour expliquer ce match, on va dire, soit moyen, soit insatisfaisant. C'est une lecture ou non? On la balaye, c'est plutôt la proximité de la Coupe du Monde. C'est quand même une lecture. C'est quand même une lecture, parce qu'ils ont des vraies affinités, ils fonctionnent tous les deux vraiment ensemble à chaque fois. Forcément, en plus avec Neymar qui vient chercher les ballons un petit peu plus bas, qui libère Messi de beaucoup de tâches défensives quand même. On peut imaginer aussi que Messi en a pas trop fait parce qu'il savait que Neymar n'était pas là, il a quasiment jamais cherché Carlos Soler. Mais justement, c'est par rapport à Soler. Non, mais le problème, c'est pas l'absence de Neymar. C'est qu'il n'y ait pas eu d'alternative. C'est-à-dire que Soler a été incapable d'apporter une alternative. Parce que l'absence de Neymar, c'est quand même comme ça qu'on voyait le PSG au mois de mai. Enfin, qu'on imaginait le PSG cette saison, si on revient au mois de mai dernier. On pensait qu'il ne serait plus là, qu'il fallait le remplacer, qu'il ne fallait pas qu'il reste, etc. Il se trouve que le niveau qu'il atteint depuis balaye un peu cette problématique. Mais le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas d'avancante qui puisse rentrer quand Neymar n'est pas là et Mbappé puisse jouer à gauche. Il n'y a pas de joueur qui soit capable de rentrer dans le trio et de se mettre à hauteur des deux autres. Mais ça a été le cas aussi quand il n'y avait pas Messi. Oui, mais Neymar forçait plus, il a été moins bon sur le terrain. Je ne sais plus quel match c'était en Ligue des Champions. C'était en Ligue des Champions. Ouais, c'était en Ligue des Champions où il y avait un Messi qui n'était pas là et Neymar était moins performant. Mais il y a un problème avec ce trio que soulève un petit peu Vincent quand même, c'est que quand le trio devient un duo, ça sert à rien de rajouter un troisième parce qu'il est complètement ostracisé à chaque fois, peu importe quel joueur c'est en fait. Ostracisé ou pas, c'est qu'il faudrait être capable de lire le foot et de l'interpréter de la même manière que les deux autres. Et c'est quand même compliqué. On a beau dire que le talent, ça permet de s'adapter, mais là, il faut pas en manquer pour être capable de jouer avec les deux. Bon, ok, très bien. Ils n'ont pas de talent. Non, mais pas le talent assez suffisant. Pas le même en tout cas, quoi. Oui, pas le même talent. Mais être un très grand joueur, c'est aussi savoir inclure aussi des joueurs qui sont peut-être un peu moins bons, mais qui restent des grands joueurs dans une animation offensive. Mais ça serait plus facile dans un match où les gars ont envie de jouer à 100% où ils ne sont pas 15 joueurs de la Coupe du Monde. Giovanni Castaldi, le match de Lionel Messi, vous lui mettez combien? Et puis vous nous parlez de son match vu du terrain, évidemment. Je mets 3 ou 4, honnêtement, je l'ai pas trouvé très bon. Je trouve qu'il a perdu beaucoup de ballons. Alors,
franchement, il n'a pas été aidé par son milieu de terrain, ça c'est une certitude, parce que je pense que vous avez suffisamment parlé de Carlos Soler. Il a été fantomatique, mais même Vitinha, Marco Verratti n'ont pas été très bons ce soir. Il a perdu beaucoup plus de duels que d'habitude, des contrôles ratés. Alors, ça, franchement, je n'avais pas encore vu depuis le début de la saison. Il y a 2-3 prises de balles sur des situations de transition où il n'y est pas. Il s'en est pas mal voulu. On le sentait vraiment en colère contre sa prestation. Non, il n'a pas été bon. Et puis, vu que vous parlez beaucoup de l'absence de Neymar, moi, je trouve qu'il y a un aspect aussi qu'apporte Neymar à cette équipe, c'est que c'est un joueur qui parfois peut être vicieux, qui est méchant, qui est dur, qui provoque. Et donc, parfois, ça fait sortir les adversaires. Et je trouve que cette équipe, elle est un peu plus méchante et un peu plus vicieuse quand il y a Neymar. Et ce soir, ça a beaucoup manqué au Paris Saint-Germain. Merci beaucoup. Giovanni, on continue la suite des notes de l'équipe du soir. Quel joueur aimeriez-vous qu'on note? Tiens, Donnarumma, vous lui donnez combien? 4 ou 5? C'est Trilo qui nous donne une fourchette. Est-ce que vous partagez finalement sa lecture? Et puis peut-être qu'on en profitera également pour parler du but encaissé. 4 pour Vincent, 5 pour Hugo. 5-5-5 Ouais, RS. Et 5A, 5-5-5. Le plus méchant, c'est Vincent, c'est donc le plus méchant qui parle. Vincent Duluc. Mais parce que sur le premier but, au début, je me dis, bon, allez, quand même, il essaie d'aller la chercher et tout, il la touche, et il peut pas. Mais quand même, il doit y aller. En plus, c'est sa force d'aller très vite au sol. Il fait ça vraiment très bien, c'est sa force. Il y va vite, peut-être il manque un pas. Mais oui, mais voilà. Il manque quelque chose. Et il manque quelque chose qui n'aurait pas dû manquer. Je trouve que c'est un ballon qu'il aurait dû avoir et que le toucher du bout des doigts. C'est dur. Hein. C'est peut-être, oui, c'est dur, mais c'est sa force. C'est-à-dire qu'on a parlé dans la première partie qu'il y avait des choses qu'il ne faisait jamais, et ça, c'est des choses qu'il fait tout le temps. Ouais, mais il a mal fait quelque chose qu'il fait bien tout le temps. Il je trouve qu'il y a quelqu'un derrière. Et il fait surtout un arrêt main gauche. Après, le mec est hors jeu, je ne sais plus qui c'est, sur une frappe. Un arrêt qui est hyper important, comme il faut le prendre en compte, je pense, dans la. Sur le 2-2. Donc là, Vincent, on est sur. Après, il y a hors-jeu sur le but. Sur ce que tu dis, je le partage, parce qu'effectivement, peut-être il y a ce petit pas à faire en plus, parce qu'en fait, il s'allonge tout son long sur un appui. Peut-être que s'il fait le pas en plus, il peut la toucher un peu plus. Mais on est sur la recherche de l'exploit, parce que s'il a dévie, ça reste une magnifique sortie quand même. Donc on est juste qu'il n'a pas fait l'exploit. Non, mais je suis d'accord. Et pour ça, j'enlève pas un point. Non, mais c'est pas une erreur, c'est vrai. Sur le but encaissé par le Paris Saint-Germain, je vois éventuellement, ça va nous donner l'occasion, parce que j'avais listé Donnarumma, mais ça, Donnarumma, on l'a peut-être un petit peu exempté, en tout cas d'être fautif en priorité. Sinon, on va le revoir, mais pas tout de suite les images. Moi, j'ai listé Soler sur Locatelli, celui qui va trouver la transversale. Après, j'ai lu Bernat sur Cuadrado. Et puis, j'ai Sergio Ramos qui ne suit pas Bonucci, qui est aussi en retard. Est-ce qu'on peut revoir, s'il vous plaît, le but? Bernat. Soler, Bernat et Sergio Ramos. On peut y aller en régie. Merci beaucoup. Bernat. La touche en plus, en fait, des fois, il faut quand même aussi accepter qu'une équipe marque un but qui est très bien joué. Ouais. Et là, la défense, elle est alignée. Alors, peut-être que Bernat est un petit peu plus fautif que les autres, parce que je trouve que son corps est mal positionné au moment où il doit faire la tête, il est mal positionné. Parce qu'il est sur le 14 au début. Ouais, voilà, exactement. Il va resserrer l'axe. Et après, il se rend compte. Mais même au départ de l'action, il est quand même aligné. Voilà, il faut accepter que Locatelli fait une passe fantastique. La remise de la tête de Cuadrado, elle est très belle aussi. Ramos, lui, il s'est aligné. Donc, il court dans le sens inverse de Bonucci. Donc, il ne peut pas être fautif. Je trouve que Soler, il est un peu passif. Sur la première pression. Ah, il est quand même un peu au contact. Sur Locatelli. Oui. Ah, il est à 50 cm. Voilà. Non, il est loin. Ah ouais? Ah non, il est plus loin que ça. Ok. Ah non, je trouve moi, j'aurais dit Bernat avant de revoir. Ouais. Effectivement, quand même, il va resserrer l'axe où ils sont pas vraiment. Au début, il est avec Milik, quoi. Au début, il est avec Milik. Il est pas trop mal au début, parce que si le centre intérieur, il vient dans l'axe, ben lui, il est bien au duel. Finalement, le centre, il est orienté un peu dans son dos et il se retrouve mal positionné. Mais c'est. Après, effectivement, la passe, elle est magnifique, elle est géniale. Donc, le troisième larron, c'est Sergio Ramos qui ne suit pas Bonucci. Si, il le suit, mais non, mais là, c'est ce que je dis, vu qu'il joue la ligne, il est dans la ligne au départ, donc il a un peu de retard. Franchement, ils sont hyper bien alignés. Il est obligé de s'aligner, Ramos. Bon, c'est pour ça qu'il a 2 mètres un peu. On va dire Soler, comme il a tout pris ce soir. Ouais, d'accord. Soler, c'est 2. Giovanni a un guest. Giovanni a un guest. Oh là là. On l'a vu. Oui, parce que Mémé, pas maquillé, c'est pas pareil. Je sais que vous aviez aimé que je lance la carrière de Mélisande Gomez à Londres en marge du match entre Marseille et Tottenham. Là, je vais lancer un jeune nouveau. C'est Dominique Sévrac qui parlait de Donnarumma. Oui. La note de Donnarumma.
4,5, parce que vous savez qu'on a le droit au demi-point, donc nous, ça sera un petit 4,5. Vous travaillez où, monsieur, déjà? Au Parisien. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez pensé de son match? Fébrile, jeu au pied épouvantable, beaucoup de ballons rendus très très vite à la Juve. Sur le but, pas décisif. Un mauvais match de Donnarumma, un de plus en Ligue des Champions. Je préfère Navas et j'ai pas changé d'avis. D'accord. Bon, le fond est pas mal, mais travaillez la forme, monsieur. C'est vrai que pour la télé. Au revoir. Voilà, Mémé, pour le ce qu'a dit Dominique, c'est vrai que je vais juste faire très court sur les dégagements. Honnêtement, du stade, il y a plusieurs fois, c'est des points de crispation sur les dégagements. Il ne se comprenait pas avec ses défenseurs. Il s'est fait reprendre même par Kylian Mbappé qui lui a dit c'est pas grave, allonge, etc. Il y avait des moments, c'était des instants suspendus. Et on a l'impression que c'est vraiment une souffrance pour Donnarumma de repartir, de faire un choix. Et ça, c'est un gros problème pour le Paris Saint-Germain parce qu'en première, il n'y a aucun dégagement qui a été réussi. Et honnêtement, ça peut poser des vrais problèmes, notamment dans la volonté de mettre du rythme où il n'y arrive jamais, il prend aucune initiative. Je trouve que c'est un vrai souci pour le PSG. Gio, c'est une souffrance pour Donnarumma, mais c'est une souffrance pour les autres autour aussi, non? Parce que moi, je vois leur attitude, que dès qu'on prépare la relance, c'est incroyable de voir la fébrilité que ça diffuse autour de lui, quoi. C'est ça le problème aussi. En fait, vous êtes d'accord. Totalement d'accord avec toi, Jérôme. Et vraiment, j'insiste, les joueurs en ont parlé entre eux. Je crois qu'il n'y a pas un joueur ce soir qui n'a pas fait la remarque à Donnarumma en disant prends une décision, fais quelque chose. C'est un vrai point de crispation pour lui et pour les autres. Les gars, déjà, premièrement, il n'a pas fait de bourde, même s'il n'a pas assuré ses relances. Et le premier rôle d'un gardien, quand même, c'est d'empêcher que le ballon il franchisse la ligne. Non, mais. Et Donnarumma, il n'a pas fait de bourde non plus sur le but. Alors, Dom reproche de ne pas être décisif, mais il ne peut pas être décisif sur toutes ses actions adverses. Il a aussi fait un arrêt, on n'en parle pas. Non, mais on n'en parle pas, mais il a fait un arrêt qui est l'arrêt du 2-2, en fait. Et qui est un très très bel arrêt. D'ailleurs, la Juve avait marqué sur cette action et le mec était hors jeu, mais il a quand même fait un truc. Il ne peut pas avoir en dessous de la moyenne. Kostic à la fin. Elle est énorme la frappe. Il fait un très bel arrêt, mais il fait beaucoup de matchs comme ça cette saison. Et d'ailleurs, la Juve à l'aller, où il est fautif, rappelez-vous sur le premier but, où il se déchire un peu dans les airs, et où il fait 2 arrêts décisifs à côté de ça. Donc effectivement, ce que je retiens quand même de la sortie de Dominique, c'est qu'il ne diffuse pas de la sérénité. Non, moi, ce que je retiens de la sortie de Dominique, c'est comment tu fais dans le Parisien pour avoir en dessous de 4,5. Parce qu'il y a 4,5 et il le découpe en rondelles. En fait, mais son principal argument, c'est qu'il préfère Navas. Oui, c'est vrai. Voilà, en plus. Mais sur le fond, ça envoie comme. Ça souligne quand même un vrai problème qui est lié au PSG, à son histoire européenne récente, c'est qu'on se disait, enfin, ils ont un gardien. Et enfin, ils ont un milieu de terrain. Et enfin, on ne sait toujours pas s'ils ont un gardien pour aller loin et on ne sait toujours pas s'ils ont un milieu de terrain. Si, on commence à... Mais lequel? Ouais. Bah non, mais on commence à... On commence à savoir que c'est pas réglé. Qu'on n'aura pas les réponses. Et même le gardien, c'est pas réglé parce que le fait que Navas soit resté, évidemment, c'est extrêmement polluant et toxique pour Donnarumma. Il aurait bien pu se la payer avec une autre doublure. Mais on ne peut pas dire qu'il fasse le vide autour de lui, quoi. D'ailleurs, quand tu parles de la tranquillité d'un gardien, on parlait de Paul Lopez tout à l'heure, c'est absolument évident que le départ de Steve Mandanda a enlevé un poids considérable à Paul Lopez et que ça a complètement changé sa saison. C'est sûr et certain. La cohabitation se passe bien, c'est ce que j'ai lu il y a quelques semaines, entre Navas et Donnarumma dans le Parisien. Au quotidien, ça se passe bien. Les deux gars, les deux grands mecs sont mais n'empêche, ça se passe bien, mais le jour où Navas va partir, Donnarumma, il va faire 18 fois le tour du périph'. Il n'y a pas que ça, il y a un traumatisme aussi qui est le huitième retour face au Real. Et ça, c'est un vrai traumatisme, que ce soit pour la défense du PSG, mais pour Donnarumma aussi, et pour la confiance qui doit les lier. Parce que l'erreur de Donnarumma, après, certains peuvent considérer qu'il y a faute, mais devant Benzema, ça c'est le début de tout, c'est le début de sa grande fébrilité. Vous savez, c'est un poste hyper particulier. Et la fébrilité de Marquinhos aussi. C'est un poste hyper particulier et on est des gens à part dans le vestiaire, des gens à part sur le terrain, évidemment, par notre position, et de par nos histoires. Et moi, je trouve qu'un gardien, il faut faire en sorte, sanctuariser. Il faut faire en sorte de le mettre dans les meilleures conditions possibles. Il faut le sanctuariser, là. Oui, moi je pense qu'il faut le valoriser, il faut lui dire qu'on l'aime, Et en fait, les deux exemples, c'est Marseille et Paris l'année dernière, où quelque part, tu mets ton numéro 1 en difficulté à chaque fois. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été clair. Et d'ailleurs, qui finit la saison à Marseille? Mandanda. C'est Mandanda. Donc ça veut dire que, en fait, c'est un poste trop à part pour pouvoir faire des erreurs comme ça. Je ne dis pas que Donnarumma ne sera pas un grand gardien. Moi, je pense qu'il est très fort. Je pense qu'il joue parfois contre-emploi, contre nature, parce qu'on veut lui faire des choses qu'il n'est peut-être pas encore prêt à faire.
et d'ailleurs, Gio nous l'a dit, notamment le jeu au pied, et que c'est un poste trop important pour pouvoir prendre un risque comme ça. Ton numéro 1, c'est ton numéro 1. C'est fragile. Il faut comprendre qu'on ne traite pas la concurrence chez les gardiens comme on traite la concurrence chez les joueurs de champ. Penser ça est une erreur énorme. Et vous verrez que tous les gardiens... D'ailleurs, Donnarumma, qui s'est mis dessus dans les grands clubs européens quand il était libre? Répondez à ma question. Personne. Quand le PSG se met sur un joueur comme ça, personne n'a de proposition équivalente. Non, mais de toute façon, au-delà de la proposition financière, qui a voulu prendre le risque de mettre son numéro 1 en place? Il n'y a pas eu un moment. Chesney, c'est très moyen. C'est hyper intéressant, Jérôme, pour prolonger. Je réponds à votre question. Oui, mais vaguement. Mais Chesney est très moyen. Le meilleur gardien du monde aujourd'hui, Thibaut Courtois. Pareil, il a subi cette concurrence avec Navas, etc. Il l'a subi aussi à Chelsea, etc. Aujourd'hui, c'est le meilleur gardien du monde, mais tu sais comment ça se passe dans le vestiaire du Real? Il est à part, mais tous les autres l'appellent le meilleur gardien du monde, et il est en fait considéré comme le meilleur gardien du monde depuis des années par tout son vestiaire. Et il y a vraiment zéro concurrence là-bas. Donc, Et je vous prends le dernier exemple qui me donne raison, c'est Chelsea. Oui, avec. Bah oui, je suis désolé. Maintenant. Avec Mendy et Kepa. C'est vrai. Pareil, tu as perdu les deux un petit peu à un moment donné. Voilà, donc c'est vraiment important quand tu es un grand club européen, il faut avoir un vrai numéro 1 et un très bon numéro 2. Mais 2 numéros 1, ça marche pas. Jérôme Alonso, vous êtes le meilleur chroniqueur de l'équipe du soir. Voilà, j'ai appris On le pense depuis des années. Pour ce qui est des gardiens, je vous le dis, Jérôme. Pour ce qui est des gardiens, je suis pas le moins bon. Je vous le dis, Jérôme. Dès que t'es pas là, on le dit. Vous mériterez ce soir d'être président de l'équipe du soir. Vous connaissez vous êtes des enfoirés. On a fait un peu long, non, à cause de Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas tout compris là, je voudrais qu'il reprenne. Je vous coupe. Verratti, on note Verratti s'il vous plaît. Qui c'est Pascal Rémy. Bonsoir Pascal. Verratti 3. Surtout pendant son duel contre le Locatelli dans la surface. Pascal nous dit 3. 6. Jamais en dessous pour Marco. C'est Dominique Sévrac du Parisien là. Vous avez mis une quiche au Parisien et Dominique Sévrac, c'est pareil. C'est le meilleur joueur du monde, je mets 6. D'accord, ok, très bien. Non, il n'a pas fait le match de sa vie, mais je l'ai trouvé. Au moins, c'est un joueur qui se cache jamais, qui fait énormément d'efforts. Encore là, en début de match, quand ils ont vraiment forcé le pressing, il n'a pas été mal pour sortir des ballons. Contrairement à Vitinha, par exemple. Et à Ruiz. Et à Ruiz. Enfin, voilà, c'était le meilleur au milieu de terrain. Le moins mauvais. Si c'est Non, pas ça la mauvais. référence, Marco, il est jamais mauvais. savoir si c'est le meilleur au milieu de terrain. Ils ont quand même gagné le match. Ça, on le sait quand même depuis un moment. En fait, je vais lui mettre 10. Non, mais savoir que si ton 6 est justifié par le fait que c'est le meilleur des 3 milieux de terrain. Non, je trouve que c'est un joueur qui se cache jamais, qui fait beaucoup d'efforts. Non, mais d'accord. Et lui, alors qu'il y a la Coupe du Monde dans 15 jours. Et Marco est là, Vincent. Tu vois? Bon, il y a beaucoup de partis pris de la part de Milan Gomez, mais ça arrive, c'est une émission d'opinion. Là encore, le journaliste était neutre quand on vient de se rendre compte que non. Mais non, il dit pas sans du tout. apprécier, donc 6 sans problème. Vous avez l'air de le découvrir. Et monsieur Sévra qui quand même taille Donnarumma parce qu'il préfère Navas. Donc en fait les notes c'est vraiment très objectif. C'est bien, non mais c'est bien, ça dévoile certaines choses. Ça me rappelle quelques trucs de ma carrière. Mais c'est important d'avoir des prédictions. Interview ou pas interview, t'as une note ou une autre, tu vois. Ah bah oui, mais bon. Ah bah oui, c'est normal ça. Ah bah voilà, vous nous filiez jamais l'info. C'est normal qu'on vous massacre. Qu'est-ce qu'il y a? En rouge, Vincent Duluc. Non, après un rouge, Vincent Duluc, merci. Merci. Allez, prends ton le Vincent, je suis désolé. C'est toujours la première fois que ça fait un peu mal. Marco Verratti, le match de Marco Verratti par Giovanni Castaldi ce soir, nous dit Mélisande Gomez, c'est le seul milieu de terrain ayant surnagé. C'est aussi votre confirmation? Il ne peut pas ne pas être d'accord avec moi. Ah non. Non, mais pour une fois, je ne vais pas être d'accord avec Mélie, ça me brise le cœur. Mais non, honnêtement, et Dieu sait que je trouve que Marco Verratti est un joueur merveilleux, mais ce soir, il n'a pas fait un bon match. Alors, il n'est pas aidé par ses partenaires, parce que Vitinha n'a pas été bon non plus.
effectivement, il se cache pas, mais je trouve que il a perdu des ballons importants. D'habitude, il arrive à conserver le ballon sous pression. Il l'a moins bien fait ce soir. Je l'ai trouvé en retard sur beaucoup de duels en première période, alors que normalement, c'est quand même un joueur qui se cache pas pour défendre. Il a perdu pas mal de duels ce soir. La seule chose que je note, c'est que Christophe Galtier en avait parlé en conférence de presse avant le match. Il voulait que son équipe, parfois sur des situations de contre-attaque, coupe plus vite, qu'il fasse des fautes tactiques, des fautes qu'on appelle parfois intelligentes. Il l'a fait sur une contre-attaque en fin de seconde période. D'ailleurs, il prend un carton jaune. Donc au moins, lui, il écoute son coach par rapport à ça. Maintenant, j'ai été déçu du match de Marco Verratti. Et ce soir, je lui mettrai 4.